Nous retrouvons nos chers amis Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, et Eurus Donkovi, activiste panafricain pour la suite, avant de parler du taux de réussite relativement élevé au bac 2 au Togo. On continue un peu notre voyage au Mali. Détention de 49 militaires ivoiriens. Robert Doucet assure la médiation entre Abidjan et Bamako. Alors, Louis Kamako, vous avez voulu achever votre développement. Oui, je voulais aller. Mais ce que je disais, c'est que demander est différent de souhaiter. Je veux juste qu'on essaie de faire cette petite... On ne veut pas faire un cours de lexique ici. C'est deux verbes différents en fait. Donc c'est ça. Maintenant, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, quelqu'un a parlé tout à l'heure de la duricité ou bien du poids indéboulonnable d'Alassane Ouattara dans la sous-région. Pour une question aussi cruciale, qui a même mobilisé ou bien qui a fait parler l'ONU, je pense qu'Alassane Ouattara, connaissant son poids, peut aller demander au président fort d'aller proposer une médiation à Assimi Goïta. Ce qui est officiel, vous refusez maintenant, vous préférez prendre ce qui n'est pas officiel. Qu'est-ce qui est officiel et je refuse au détriment de l'officieux. En fait, Assimi Goïta, lui, ne peut pas demander la médiation. Non, mais Ouattara, lui, peut le demander. Je viens juste de lire le communiqué conjoint. Donc c'est pour nous dire que c'est Assimi Goïta qui a demandé la médiation. Non, mais qui est fautif dans l'histoire? Qui a les troupes? Qui a ses troupes chez l'autre? Voilà, maintenant c'est Ouattara. Qui a ses troupes chez l'autre? C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle, il y a des négociations de couloir, il y a des négociations de couloir, il y a des négociations de couloir qui se font. Parce que tout le monde sait, Alassane Ouattara même sait qu'aujourd'hui il a le cul dehors. Moi je ne le dirai jamais assez. Je disais tout à l'heure que la situation a mené l'ONU ou bien à se poser des questions, et à se prononcer. Oui. Ça veut dire qu'il a aujourd'hui Alassane Ouattara des comptes à rendre au CHRI. On va lui demander des explications. Donc pour étouffer vite cette affaire, et je disais tout à l'heure que ça dit que ça ne embête pas Alassane Ouattara de dire clandestinement. C'est possible. Hein? C'est-à-dire en diplomatie, tout est possible. Et Firmin même a l'habitude de le dire qu'en diplomatie, ça ne parle pas. Tout se fait. Attendez, tout se fait dans la discrétion. Maintenant, si vous demandez, vous vous plaignez parce que... il n'a pas affiché publiquement. Il n'a pas affiché. Vous vous dites pourquoi est-ce que... Moi, je ne me plains pas. J'équilibre juste le plateau. Oui, équilibré. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, que ce soit Assimi Goïta qui demande cette médiation, ça montre aujourd'hui son intention de pacifier la sous-région. Parce que le Mali a beaucoup de problèmes à régler. Donc, le monsieur trouve que ça, il ne va pas épiloguer sur un fait peut-être que vous trouverez divers. Le Mali a beaucoup de problèmes en fait. Le problème des djihadistes, des terroristes, ils ont besoin... c'est Ouattara qui demande la médiation, c'est dans quelle intention? Étouffer l'affaire? Non, mais si c'est Ouattara qui demande, peut-être dans l'intention de libérer ses compatriotes, de libérer ses militaires, et de faire voir à la face du monde qu'en réalité, il n'est mêlé ni de près ni de loin. De toute façon, il n'est pas bon pour Alassane Ouattara que ces militaires restent sur Bamako et soient jugés. C'est-à-dire que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, Assimi Goïta, attendez pour que je finisse en fait. Assimi Goïta, il est dans une logique aujourd'hui. Pacifier la sous-région et ne pas tomber dans la surenchère. C'est de ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut rapidement régler ces problèmes de 49 militaires là, et passer à autre chose. Je pense qu'il est dans cette démarche-là. Et si c'est avéré que c'est lui qui a demandé la médiation. Oui. Voilà. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi Louis Kamako veut nous faire un cours de terminologie ici. Non, loin de là. Dans son communiqué, il a parlé de souhaiter. Quand on parle de souhaiter ou de demander, l'esprit demeure le même. Non, attention, je ne suis pas contre le fait que vous puissiez me proposer une médiation. Non, il dit, il n'est pas contre le fait, il souhaiterait. Il a souhaité, c'est-à-dire, moi ce que je voudrais... Non, c'est quand même, mais l'esprit, non, les termes, la lettre, peut-être elle est différente, mais l'esprit demeure le même. L'esprit demeure le même. Assimi Goïta a voulu que Fonia Singbe intervienne. Entendez, si c'est Ouattara qui est... Non, attention, il n'est pas contre le fait qu'il intervienne. C'est deux choses différentes. C'est votre interprétation. Vous l'assumez, moi je ne l'assume pas. Voilà. Donc moi je dis simplement que...
Assimi Goïta a demandé la médiation. Et aujourd'hui, il est en train de l'obtenir. C'est une bonne chose. C'est pour dire en réalité qu'il se rend compte, que Ouattara peut à tout moment le déstabiliser. Est-ce que le problème se trouve à ce niveau? Non, est-ce que Ouattara a envoyé les 49 militaires ivoiriens à Bamako? Parce que déstabiliser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique que Ouattara puisse vouloir déstabiliser? Pourquoi Ouattara va envoyer une cinquantaine de ses militaires sur un territoire? Pourquoi Ouattara veut déstabiliser Assimi Goïta? Ce qui est sur les militaires sont à Bamako. Oui, qu'est-ce qu'ils font à Bamako? Oui, les militaires sont à Bamako. Pourquoi il a envoyé ses militaires là-bas? Au nom de quel principe? Mais c'est ça. A-t-il le droit de déstabiliser un pays? Voilà, est-ce qu'il a le droit? Le fait que ces militaires soient sur ce territoire-là, mais l'esprit, c'est déstabiliser. C'est déstabiliser le pouvoir. Moi, je ne suis pas contre cette interprétation-là ou cette manière d'expliquer les choses. Moi, je dis que Ouattara a envie de déstabiliser la Côte d'Ivoire, a envie de déstabiliser Dieu merci que vous le reconnaissez comme tel. Pardon? Mais voilà, parce que ce que tu dis... Non, moi, je ne suis pas contre. Moi, je n'ai jamais été contre. Il ne peut pas avoir de pays ou d'organismes internationaux qui appuient le fait que la Côte d'Ivoire veuille déstabiliser le Mali. Bien sûr, c'est pour cela que les Nations Unies se désolidarisent. Pour dire que moi, je n'ai pas l'intention de déstabiliser le régime Bamako. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, mais Ouattara, tout est clair que Ouattara a envie de déstabiliser Bamako. Et ça, tout le monde le sait. Ça. Mais pourquoi il veut le faire ainsi? Non, mais dans le cas d'espèce, quand tu dis ça, mais alors pourquoi quelqu'un qui est dans son droit, donc tu nous rejoins, ça veut dire que Assimi Goïta qui est dans son droit, qui est dans son droit, mais Assimi Goïta qui est dans son droit, il a peur qu'on peut le faire. Il a peur qu'on peut se dire. Il n'est pas fautif. Mais ce qui est surprenant de l'affaire, c'est que celui-là qui n'est même pas fautif demande à ce qu'on intervienne. Alors qu'il a les 49 militaires avec lui. Est-ce que tu vois le peuple ivoirien soutenir Ouattara dans une guerre contre le Mali? Non, personne ne peut soutenir. Même en France, il y a des Français qui ne soutiennent jamais la politique africaine de la France. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous savez que la situation de ces 49 militaires fait jaser dans la caserne à Abidjan? Je peux conclure. Une chose est sûre, tout le monde sait. Au vu de tout ce qui vient de se passer, ou qui est en train de se passer là, tout le monde sait que Ouattara voudrait bien déstabiliser le régime, le régime Bamako. Et moi, c'est là où je me dis, mais puisque ce sont les militaires de Ouattara qui sont sur le territoire Bamako, pourquoi ce n'est pas Ouattara qui demande la médiation pour qu'on libère ces hommes et que ce soit Assimi Goïta qui... C'est ça votre inquiétude? C'est ça mon inquiétude. C'est de la sagesse. Pourquoi? Il est tellement sage. Assimi Goïta, c'est de la sagesse. C'est de la stratégie. Oui, c'est la stratégie. Elle est applaudie, c'est bien. Allez, et si vous le permettez, on finit. Maintenant, je dis, quoi que Assimi Goïta puisse dire ou puisse faire, qu'il n'oublie jamais qu'il ne peut pas changer les règles de la diplomatie ou du fonctionnement du pouvoir. Ça, qu'il le sache très bien. C'est-à-dire, il veut s'inspirer ou il veut créer un certain populisme légendaire pour mettre au grand jour. Non, je ne dis pas que tout ce qui s'est passé là est fou. Hein. Non, c'est-à-dire, moi, je critique ça démarche. Il veut mettre au grand jour tout ce qui est en train de se passer, ce qui se passe habituellement dans les coulisses, pour que le peuple le soutienne à tout moment. Moi, je dis, cette façon ne marchera pas. Le jour où on cherchera à le déstabiliser et on sera sûr de l'action à mener, on va le faire. Alors moi, ce que je lui proposerais, c'est de chercher à parler moins. Il parle trop. Le régime... Est-ce que vous voyez vous pensez que l'affaire des 49 militaires là mérite qu'on soit discret là-dessus? Le reste de l'émission sera consacré au Togo. D'abord, on va parler... oui, on est au Togo. Un mois après la session écrite, les résultats du baccalauréat 2022 sont officiellement proclamés le mercredi 20 juillet. C'était à partir de 7h30 minutes. On va parler plus du taux. Auris Donkovi, on commence par vous. On parle de 69%, alors qu'aujourd'hui, je suivais encore quelque part, en Guinée, par exemple, c'est 8%. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire... ce qui se passe chez les autres peut être malheureux, cela peut nous conforter dans certaines positions, mais cela ne doit pas nous conforter dans nos propres lacunes. Parce qu'au moment où toi tu dis qu'il y a 69% ici, mais dans d'autres pays, on fait 95% au bac. Donc ceux qui ont 95% au bac pourraient dire, mais regardez au Togo, ils ne font que 69%. Ceci étant dit, 69%, forcément, il faut féliciter tous ceux qui ont passé les examens.
et il faut se poser la question de savoir quel va être l'avenir de ces futurs étudiants, en sachant que au niveau de l'université, on a beaucoup de décrochage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont avoir leur bac, qui vont aller à l'université, qui vont peut-être faire 6 mois, 1 an, 2 ans au max, et qui vont décrocher tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le nouveau système LMD. Et plus largement, ils n'arrivent pas à être absorbés par le monde du travail. Ils n'arrivent pas à trouver leur marque. Donc, mettons qu'il faut faire la part des choses, il faut pas verser dans une certaine forme d'autosatisfaction qui nous empêcherait à nous améliorer. Parce que nous restons quand même dans un système éducatif qui est à réformer, dans un système éducatif qui a des employés qu'il faut valoriser, dans un pays où, je répète, jusqu'à présent, lorsque vous voyez nos établissements d'élite, nous n'avons ni bibliothèque, nous n'avons ni laboratoire, nous n'avons pas de salle d'informatique, nous n'avons pas de gymnase, et du coup, on a des élèves qui sont formés en théorie, mais qui ont de grosses lacunes en termes de pratique. Lorsque vous allez avoir tous ces étudiants, très peu iront en cycle ingénieur, très peu iront en cycle technique. Et voilà, on retombe un peu dans, si vous voulez, les défis qui sont les nôtres, à savoir faire en sorte que toute cette jeunesse-là, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de participer à la construction de la nation, vont être absorbés justement par comment on appelle les cursus supérieurs et par le monde du travail. Donc il y a encore un travail à faire. Et oui, la Guinée, c'est la Guinée. Bon, en Côte d'Ivoire, ils ont eu 28% au BEPC. C'est sûr qu'au Togo, on a eu nettement plus. On sait, c'est connu. Les Togolais sont studieux, ce n'est plus à démontrer. Maintenant, après, la question est de savoir qu'est-ce qu'on leur propose dans leur cursus de façon à ce que, après le bac, tous ces étudiants-là puissent s'épanouir dans le métier qu'ils auront choisi. Comment est-ce qu'on fait pour susciter des vocations en sachant que la catégorie de notre enseignement qui est la plus défectueuse est celle du préscolaire et du primaire. Alors que c'est dans cette catégorie-là que l'on suscite les vocations. C'est lorsque vous avez votre enfant qui est en cours primaire et qui vous dit « je veux être pompier, je veux être médecin, je veux être scientifique, je veux être agronome, je veux être comme un astronaute », que vous avez le plus de chances de pouvoir qu'on appelle raffermir sa conviction en lui apportant de quoi l'enrichir. Moi, je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Je vous dis qu'au Togo, actuellement, vous n'avez pas de bibliothèque pour enfants fournie. Il n'y en a pas. Si vous vous levez, par exemple, pour aller en librairie, pour acheter des livres pour enfants de bas âge, c'est-à-dire moins de 10 ans et ainsi de suite, à la rigueur, à tout casser, vous avez 1 ou 2 rayons et c'est fini. Et toute une frange des adultes sont persuadés que ce sont les enfants qui décrochent alors que c'est les adultes qui ne sont pas productifs. Là où, dans certains systèmes éducatifs, au primaire, vous avez des livres d'histoire. J'ai vu, on a fait plusieurs débats sur les élections législatives, municipales. Bientôt, il y a les régionales, la place du maire, la place du député et ainsi de suite. Dans d'autres systèmes, vous avez un livre qui parle de ça, qui va expliquer à l'enfant, dès le primaire, ce que c'est qu'un maire, ce que c'est qu'un député, ce que c'est qu'une élection, ce que c'est qu'une circonscription, un arrondissement, avec des exemples appris, avec de l'étude de documents, je précise, avec de l'étude de documents. On n'a pas ça. On n'a pas actuellement de livres d'histoire, de sciences et ainsi de suite. Dans les établissements qui sont considérés comme les plus huppés, le livre qui va être proposé pour la lecture, le livre qui va être proposé pour les sciences sont parfois des ouvrages qui datent des années 70 et 80. Nous sommes en 2022. Alors, Lucas Bako, 69%, comment vous voyez ce taux? Non mais, félicitations à nos petits frères et nos petites sœurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais 69%, c'est ce qu'on nous propose. C'est bien, c'est à saluer parce que quand on vient aux différents mouvements de débrayage qu'on a eu à connaître pendant cette période ou bien pendant l'année académique qui vient de finir, je pense que c'est à saluer. Maintenant, bon, loin de moi l'idée de jeter un discrédit sur le travail incommensurable
que les autres ont abattu durant toute l'année. Mais est-ce que les 69% aujourd'hui rejettent en fait le vrai niveau des élèves? Parce que ce qu'on oublie, ou bien ce qu'on dit souvent, c'est que le niveau diminue d'année en année. Ouais. Ça, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Ouais, et le constat est fait à quel niveau? Puisque à tous les niveaux. Dès le primaire. Lors des examens, il y a 69%. À quel niveau vous remarquez que le niveau baisse? Non, mais depuis le cours primaire. Depuis le cours primaire. Aujourd'hui, quand vous voyez même les enseignants qui encadrent les élèves, vous allez vous interroger sur leur qualité, la compétence en fait de ce qu'ils ont. Parce que nous arrive par moment de jeter un coup d'œil dans les cahiers de nos frères, de nos petits frères, et on constate qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a eu des moments où ils reprennent des cours avec des fautes. Tu essaies de corriger et dis non, ne fais pas ça, titre à la pompe, tonton la pompe. Là, ce n'est pas toujours vérifié, hein, parce que l'enfant aussi peut écrire peut-être le contraire de ce que le professeur a dit. C'est pas des deux côtés. Si vous parlez de la qualité, je peux comprendre. Mais les fautes, mais puisque les cours sont souvent dictés à partir du collège. Oui, mais pour nous, tu sais, c'est-à-dire, moi, je peux en parler parce que j'y suis. Parce que c'est un peu compliqué. C'est pas ce qu'on comprend. Je peux en parler. Vous êtes enseignant aussi, oui. J'y suis. Et j'ai fait, je peux dire, les 3 strates. Le problème qui se pose, quand par exemple tu mentionnes les enseignants du collège, c'est que le problème avec les enseignants du collège, c'est qu'ils héritent d'enseignants du primaire qui parfois ont du mal à écrire et à lire. Voilà. Or, le problème qui se pose, c'est que l'enfant au primaire, il a un maître. Il a un instituteur qui va gérer tout son cursus sur une année, donc sur 9 mois. Il se retrouve au collège avec plusieurs professeurs de plusieurs matières différentes, avec un programme à rendre et ainsi de suite. Et l'enfant ne suit pas. Et il va cumuler les lacunes qu'il a prises dès le primaire jusqu'au niveau BPC. Et vous allez remarquer qu'à partir du niveau BPC, vous avez des décrochages. Donc, si par exemple, vous avez, comment dirais-je, je ne sais pas, un certain pourcentage au CEPD, à un moment, il faut se poser la question de savoir... Vous le permettez aux Russes, on nous attend pour la pause, on va la marquer, on revient pour la suite.